Très bien, donc bonjour, première séance donc pour la session CRPE donc 2015. Donc cette séance, elle va donc porter sur donc on va expliquer l'écriture, on va passer du numérique à l'écriture littérale, voire l'écriture algébrique, d'accord? Et donc ça, il y aura une série de plusieurs cours. Donc je vous dis tout de suite, on se retrouve, à la même heure, pas à la même heure plutôt. On se retrouve plutôt demain, lundi, on va dire allez, vers 20h, 20h30. 20h30, donc demain. Et donc on va continuer notre séance d'aujourd'hui parce il va falloir qu'on plante le décor, il va falloir qu'on solidifie un peu les bases. Et donc ça va passer par pas mal de séances. Donc je vais simplement faire une introduction aujourd'hui. Et donc vous allez, au travers de cette introduction, euh, essayer de voir un petit peu comment fonctionne le système de visioconférence pour vous préparer. Et puis, euh, et puis donc, on passera. Donc je vais d'abord aborder l'aspect théorique. Je vais commencer aujourd'hui. Et ensuite, on va aborder un aspect plus pratique, c'est-à-dire je vais poster des exercices que vous aurez effectivement à corriger. Alors, si vous regardez bien, vous voyez ici écrit sur le côté gauche. Est-ce que vous percevez sur le côté gauche quelque chose qui est écrit du numérique au littéral? Est-ce que vous voyez sur la fenêtre de gauche? D'accord? Est-ce que tout le monde voit sur la fenêtre de gauche écrit tout en haut? Vous voyez tout en haut ici, tout en haut ici, tout en haut là. Vous voyez tout en haut. Et donc vous pouvez donc aller dans Download, appuyer sur la touche. C'est un document de Eduxol, n'est-ce pas? Eduscol, pardon, et qui donc traite du thème. Donc la séquence d'aujourd'hui, elle a été inspirée, elle a été grandement, je dirais, initiée par ce document. Donc je répète, vous allez dans Download et vous téléchargez le document. Est-ce que vous êtes arrivé à le faire? Voilà, c'est juste un document de support, vous pourrez le lire tranquillement. C'est un document PDF. C'est un document PDF, n'est-ce pas? Est-ce que le document est PDF? Alors c'est parti. Donc, comme je disais précédemment, donc ce thème va aborder un petit peu ce qu'on appelle l'écriture, parler de l'écriture littérale, voire l'écriture algébrique. Alors, d'abord, il y a une chose très importante, c'est l'usage que l'on fait des lettres. Alors, c'est une partie qui dérange beaucoup de personnes parce que jusqu'à maintenant, pour la plupart qui n'ont pas fait de mathématiques, ces personnes ont été habituées à plutôt du calcul numérique. Donc il faut petit à petit que l'on puisse rentrer dans ce qu'on appelle du calcul littéral, voire du calcul algébrique. Alors comme c'est indiqué ici, à l'école primaire, donc, et au début du collège, la lettre est utilisée comme symbole, par exemple d'unité. Le mètre, l'heure, la minute, vous voyez, la minute, euh, le, le, H pour hectomètre, heure, M pour mètre, etc. Aussi pour désigner un objet, par exemple un point, on va dire le point A, n'est-ce pas? On va dire le point A, on va dire le nombre pi, d'accord? Le point A, on va dire le nombre pi, etc. Et aussi, on peut aussi désigner des grandeurs. Vous avez souvent vu des expressions du type grand A, n'est-ce pas? Grand A égale grand L que multiplie petit l. Hein, d'accord? Nous avons vu des expressions du type grand A égale grand L que multiplie petit l. Et dans ce cas-là, grand A est souvent interprété comme une abréviation du mot R. Donc ici, il faut lire l'aire, par exemple, d'un rectangle, c'est la longueur que multiplie la largeur.
Donc, vous voyez, on a fait appel ici à des lettres. Par exemple, lorsque vous prenez un cercle et vous calculez son périmètre, c'est-à-dire sa circonférence, le périmètre d'un cercle, c'est bien sûr le pi, le nombre pi, que multiplie le diamètre. Et donc la lettre P est bien sûr abréviation du mot périmètre. Et la lettre D remplace le diamètre. Donc encore une fois, comme j'ai indiqué ici, tout ça est une source d'EduSchool. Ok. Vous m'arrêtez si mon discours n'est pas clair. Donc là, petit à petit, on va rentrer dans l'esprit du calcul littéral. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que le débit est bon? Alors, si le débit n'est pas bon, Sophie, c'est que vous avez peut-être une connexion Internet qui est insuffisante. Alors ça, il faut bien sûr, si ça coupe de temps en temps, c'est que vous avez aussi un problème de connexion de débit, parce que nous sommes en vidéo, et donc là, il faut quand même une bonne connexion ADSL. Si vous êtes en Wi-Fi, ça peut effectivement poser quelques petits soucis. Ok, je ne sais pas, Sophie, si vous êtes en Wi-Fi, est-ce que c'est le cas? Voilà, c'est pour ça. Ok. Donc ceci, voilà. Alors on continue. Alors bien sûr au collège, la lettre, là on passe de l'école primaire et on passe au collège. Donc cette fois-ci, la lettre, elle acquiert un nouveau statut. Alors une lettre peut avoir le statut de variable. Donc la rencontre de la lettre comme variable est très précoce. Dès l'utilisation de formules. La valeur de certaines lettres dépend alors de la valeur attribuée aux autres. La résolution de certains problèmes, d'accord, la résolution de certains problèmes et l'utilisation d'un tableur sont particulièrement propices à un travail sur cet usage des lettres. Donc petit à petit, il va falloir qu'on commence à s'habituer à cette formalisation. Donc on prendra un petit peu de temps et vous allez voir que les choses vont petit à petit s'installer. Nous avons aussi, donc là on a vu qu'une lettre peut avoir le statut de variable. Elle peut aussi avoir le statut d'inconnu. Voyez, elle peut avoir le statut d'inconnu dans le cadre, par exemple, d'une équation à résoudre. D'accord, elle peut avoir le statut d'inconnu, donc résoudre une équation, c'est trouver là où les valeurs, d'accord, pour lesquelles l'égalité proposée est vraie. Autrement dit, ici, la variable ici, est une inconnue. Vous voyez, la variable ici, x, est une inconnue. La variable ici, x, est une inconnue. Donc, effectivement, la valeur de x pour laquelle cette égalité est vraie, d'accord, on parlera de solution de l'équation proposée. Donc là, nous avons une égalité. Après, on verra le statut de l'égalité parce que l'égalité aussi prend diverses formes. Donc là, nous avons une égalité qui peut être ou vraie ou fausse. Égalité qui peut être ou vraie ou fausse. Ah, désolé, Alison. Ah, désolé. Désolé, Alison. Sorry. Alors, exemple. Est-ce que vous êtes d'accord que cette égalité est vraie et fausse pour x égale 3? Est-ce que vous voyez que cette égalité est fausse pour x égale 3?
Pourquoi cette égalité est fausse pour x égale 3? Parce que si je remplace x par 3 à gauche, ça fait 2 fois 3, 6, plus 1. Et si je remplace x par 3 à droite, j'ai 3 plus 5. Est-ce que vous êtes d'accord que là j'ai 7 et là j'ai 8? Par conséquent, cette égalité est fausse pour x égale 3. Mais en revanche, cette égalité est vraie pour x égale 4. 2 fois 4 plus 1, 2 fois 4 plus 1 est bien égal à 4 plus 5. Est-ce que vous êtes d'accord que là, j'ai 9 et là, j'ai 9? Donc l'égalité ici est vraie pour x égale 4. Donc ici, comme c'est indiqué, la notion de solution d'une équation pour être comprise nécessite une remise en cause du statut du signe d'égalité. Jusque-là installé, au lieu d'être utilisé pour écrire des égalités vraies, comme c'est le cas en arithmétique, il apparaît dans les énoncés qui peuvent être rendus faux. Alors par exemple, la notion d'égalité, quand vous écrivez ça, donc ça c'est le signe, le sens du signe égal, n'est-ce pas? Au primaire, on écrira toujours 4 fois 3 égale 12. Oui? D'accord? Donc la compréhension de ce qui est solution d'une équation en recourant à des tests de valeur et de vérité de l'égalité est un préalable à l'apprentissage des techniques de résolution d'équations. Donc on va bien sûr bientôt déboucher sur plein de problèmes qui vont nécessiter des procédures afin effectivement d'arriver à isoler cette fameuse valeur de x pour laquelle cette égalité est vraie. D'accord? Si je parle trop vite, n'hésitez pas à me freiner. Encore une fois, j'essaie de faire les choses différemment. Le cours que je donne aujourd'hui, c'est un cours qui n'existe pas, qui n'a pas été donné ni l'année passée, ni l'année d'avant. Donc la démarche est totalement différente. Justement, encore une fois, comme je le disais précédemment, pour que vous ayez plusieurs approches différentes. Autrement dit, j'ai abordé la remise à niveau de manière différente selon les années. Donc là, voilà. Donc ça, c'est une autre façon d'aborder le thème. Donc on prendra un petit peu plus de temps puisque j'ai commencé un peu plus tôt. Ok. Alors maintenant, celui de paramètres. Donc on a dit, la lettre, ça peut être une variable, ça peut être une inconnue, n'est-ce pas? Donc on a dit une variable, d'accord? Une variable. Une inconnue. Ou bien sûr un paramètre. Alors, exemple ici. La lettre représente une quantité supposée connue par rapport à d'autres lettres qui ont soit le statut de variable, d'accord? Alors quand vous avez par exemple, lorsque vous avez par exemple dans une fonction linéaire, vous voyez une fonction linéaire ici, vous avez une fonction qui a x, associe, ne vous inquiétez pas avec ces écritures-là, à x associe par exemple 3x. Donc vous voyez, ça, on appelle ça une variable. Parce que vous dites, qu'est-ce que je rentre ici? Vous rentrez une valeur x et vous renvoyez combien? 3 fois x. Autrement dit, si vous faites varier x, vous dites x égale 1. Donc l'image de 1, ça sera 3 fois 1, donc 3. Si vous cherchez ce que renvoie 2, l'image de 2, c'est 3 fois 2, et ça fait 6.
Et donc là, vous voyez que x occupe le statut de variable. Variable, c'est-à-dire que x peut prendre des valeurs différentes. Est-ce que c'est bon? X peut prendre des valeurs différentes. Ok. Très bien. Alors bien sûr, le statut d'inconnu, on l'a déjà vu précédemment. Donc quand on parle d'inconnu, forcément on sous-entend qu'il y a une équation. Hein, d'accord? Quand on parle d'inconnu, on sous-entend qu'il y a une équation qui peut être du premier degré, qui peut être du second degré. Donc si je prends par exemple une équation comme celle-ci, d'accord? Si je prends une équation comme celle-ci, pardon, ici l'inconnu, effectivement ici c'est x. Si je prends une équation comme celle-ci, on appelle ça une équation du, ça c'est une équation du premier degré. Ça c'est une équation du second degré. Encore une fois, on aura l'occasion de traiter le sujet un peu plus tard. Et donc les valeurs petit a ici, petit b, jouent le rôle de paramètres. Vous voyez ? Ce sont des paramètres que l'on se donne. Est-ce que c'est bon? Ce sont des paramètres que l'on se donne. Petit a, petit b. Petit a, petit b, petit c, dans le cas de cette équation du second degré. D'accord? Et bien sûr, soit le statut d'indéterminé, comme dans les stations de toute expression du premier degré, on peut écrire bien sûr ax plus b. Alors, nous avons pour le signe égal, nous avons encore une fois plusieurs statuts. Nous avons plusieurs statuts pour le signe égal. Nous avons le signe égal, comme on l'a écrit ici, 8 plus 3, c'est ce qu'on utilise au primaire, 8 plus 3 égale 21. Oui, 8 plus 3 égale 21. Ça veut dire que le signe égal est synonyme de ça donne 21. 8 plus 3, ça donne 21. 8 plus 3, ça fait 21. D'accord? 8 plus 3, ça fait 21. Ou on écrit tout simplement 8 plus 3 égale... pardon. Merci. Merci. Alors, je vais dire 8 plus 13 pour pas me contredire. Voilà. Ok. 8 plus 13 égale 21. Bon, allez, on va écrire quand même 8 plus 3 égale 11. Et tout simplement parce que je lis les choses mécaniquement, mais je devrais lire, je lis bien ici 8 plus 13 et j'écris bien sûr 8 plus 3. Vous m'en voudrez pas. Bien. Attention, on est l'après-midi, c'est dimanche, voilà. Et patati et patata. Bon. Mais bon, on va quand même garder le bon esprit et la bonne humeur. Alors, vous voyez, quand vous prenez une calculatrice, vous voyez souvent des écritures comme celle-ci, vous voyez, des écritures comme celle-ci. 2,3 plus 3,2. En réalité, le égal veut dire je trouve un résultat 6,1 et je retranche 1,5 et j'appuie sur égal de ma calculatrice. En réalité, vous avez compris que le signe égal ici, ça ne veut absolument pas dire que ça est égal à ça. Est-ce que c'est bon? J'ai simplement listé une succession d'opérations en appuyant sur la touche exé de ma calculatrice après chaque opération. Mais dans ma tête, je fais égal, égal. Mais attention, le statut d'égal ici, nous n'avons pas deux membres qui représentent la même
quantité. Donc le signe égal ici est utilisé dans le sens où je prends le résultat et je rajoute, j'appuie, je cherche mon résultat, exe c'est égal, et ainsi de suite. Bon, très bien. Donc, comme c'est indiqué ici, cette signification correspond à celle de la touche égale des calculatrices ordinaires. Le signe égal est encore utilisé pour communiquer la décomposition d'un nombre. Par exemple, on vous dira que 36, n'est-ce pas, 36 est égal au produit de deux facteurs 4 et 9. 36 égale 4 fois 9. Ou bien aussi, lorsqu'on décompose un nombre entier comme indiqué ici, lorsqu'on va écrire 2304, lorsqu'on va écrire 2304, on va le décomposer, on va dire c'est 2 milliers, plus 3 centaines, plus 0 dizaine, plus 4 unités. D'accord? Donc, c'est 2 milliers, 3 centaines, 0 dizaine et 4 unités. Si on prend par exemple le nombre décimal suivant, 2,73, n'est-ce pas? 2,73, on pourrait le décomposer ainsi. 2 plus 7 dixièmes, 7 dixièmes, n'est-ce pas, plus 3 centièmes. Est-ce que c'est bon? J'espère sincèrement que ma voix n'est pas trop dérangeante parce que il va falloir me supporter. Donc, j'essaie de mettre un peu de timbre, de sorte de prendre un peu de miel avant, enfin, histoire de, voilà, parce qu'il faut que tout passe. Alors, c'est ce qu'on doit dire des, alors, j'ai pas compris, Dardani, je m'étais un peu emporté. Est-ce qu'on doit dire les dizaines quand elles sont à zéro? Non, je peux dire simplement, non, je peux simplement supprimer ça. Si c'est ça votre question, simplement pour vous dire, je peux écrire ça sans problème. Ok? Voilà. Ok? Plus 4. Ok? Voilà, si vous préférez. Mais j'ai simplement listé, j'ai bien détaillé toutes les étapes. Ok? Bien. Bueno. Euh, pour qui est-ce la première fois? Je veux dire en visio. Alors, ok. Bon. Ok. Bon. Très bien. Parfait. Et ça aussi. Ok. Parfait. Bon, on va continuer comme ça, hein. Ok. Alors, donc ça, je reviendrai après. Ou plutôt. Alors, on va poser le problème comme ceci. Admettons que vous avez un carré comme celui-là. Donc, vous voyez, vous avez une région qui est grisée. Vous avez une région qui est grisée. Donc, quand je dis grisée, qui est jaune. Mais sur le document que vous avez, elle est grisée, cette région. D'accord? Cette région est grisée sur le document que vous avez imprimé, si vous l'avez imprimé. D'accord? On va essayer de trouver une procédure, une formule qui nous permet de trouver, déterminer le nombre de carrés coloriés en jaune. D'accord? On va essayer de trouver le nombre de carrés coloriés en jaune.
Alors, d'après vous, comment je peux m'y prendre? Et après, on va essayer après, on va essayer de trouver une procédure un peu générale, quel que soit, quel que soit le nombre de carreaux au départ. Alors, comment je fais pour, bien sûr, je peux quasiment les additionner, je peux les compter manuellement et dire que là, j'en ai 5, là, j'en ai 5. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a au total 16 carreaux coloriés? D'accord. Très bien. Alors, bien sûr, les procédures, elles sont très bien. Donc, vous voyez, vous avez les unes et les autres des réponses différentes. Et toutes vos réponses, effectivement, présentent, si vous voulez, un intérêt. Alors, on va commencer comme ceci. Donc, on va commencer à utiliser les lettres. Si ce que je dis est compliqué, encore une fois, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment on va dire une mise en condition. Et bien sûr, après la prochaine séance, on va passer au mode vraiment calculatoire, faisant appel à toutes les techniques de simplification, etc. Mais ce qui est très important, quel que soit votre niveau, il est essentiel d'avoir les bases. Donc ne dites pas à quoi ça sert de l'algèbre, c'est pas à quoi ça sert, c'est que c'est indispensable. On ne peut pas faire sans, on va le voir au travers de petits exemples tout à l'heure. Mais on va commencer par celui-là. Ça sert déjà à voir le concours. Voilà, Émilie, on va dire, on va dire déjà comme ça. Ça sert à voir le concours. Alors, donc l'idée, on va dire, on va appeler comme ça. On va dire soit grand N, soit grand N, le nombre de carreaux, le nombre de carreaux jaunes. Allez, puisque je vais pas dire grisé, puisqu'il porte une couleur. Donc, et on va dire, et petit n, le nombre, et petit n, le nombre de carreaux formant le grand carré. Alors ma question est celle-ci. Dans mon exemple, grand N est égal à 16, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Dans mon exemple, grand N est égal à 16 et petit n est égal à 5. Est-ce que vous avez compris la consigne? Grand N est égal à 16, n'est-ce pas? Et petit n est égal à 5. Quand je dis le nombre, quand je dis petit n, le nombre, c'est-à-dire, ça c'est petit n. Ça c'est petit n. Est-ce que c'est bon? Etc. Ok. Alors, vous allez voir qu'il existe plusieurs approches différentes. Donc cette fois-ci, je ne vais pas utiliser les lettres, les chiffres ou les nombres proposés, 5 par exemple, je vais travailler, si vous voulez bien, avec des lettres. Est-ce que vous êtes prêts? On va travailler, si vous préférez, avec les lettres. Ok? Alors, c'est parti.
Alors, on va commencer. Donc on a dit ici, tant pis. Alors on a dit grand N égale. Est-ce que vous êtes d'accord que la première chose qui vient à l'esprit, c'est de dire, je compte le nombre de carrés au total, et je retire les 4 coins. Ça, c'est une première approche. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est une première approche. Ok. Très bien. Blandine n'a pas compris. Delphine non plus. Alors, on va reprendre. Vous me suivez jusque-là? Regardez Blandine. Ici, j'ai petit n. N'est-ce pas? Et là, j'ai petit n. Et là, j'ai petit n. Et là, j'ai petit n. Vous me suivez jusque-là? Si je fais 4n, si je fais 4n, donc je fais 4n, donc là j'ai mes 5, là j'ai mes 5, là j'ai mes 5, et là j'ai mes 5. Ce qui fait 20. Ici, si vous regardez bien, ces valeurs-là, vous les avez comptées 2 fois. Et oui, parce que quand vous faites les 5 qui sont là, vous les recomptez plus ici. Et donc vous faites moins 2 fois 2. Et donc vous faites moins 4. Tout le monde a compris cette première approche? D'accord. Très bien. Alors maintenant, deuxième approche. Deuxième approche. Donc on a dit première approche, on a dit grand N égale 4n moins 4. Est-ce que vous êtes d'accord que je peux aussi raisonner comme ceci? Si je dis grand N moins 1, c'est-à-dire je vais finir avec cela. Grand N moins 1. Et si je fais tout ça que multiplie 4, ça me donnera aussi la même chose. Concrètement, tout simplement pour vous dire que cette écriture-là, cette égalité-là,
et ça désigne la même quantité. Là, on raisonne tout simplement par rapport à la figure, n'est-ce pas? Et après, on verra que le calcul algébrique nous permettra de passer de l'une à l'autre sans problème. Mais c'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. On est d'accord? C'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. D'accord? Simplement pour vous visualiser. D'accord? Est-ce qu'il existe une autre façon de faire? Est-ce que vous êtes d'accord? Je peux aussi faire comme ça. Vous êtes d'accord? Je peux aussi faire comme ça. Je peux dire grand N égale. Grand N égale d'abord tout ceci. Donc petit n, n'est-ce pas? Petit n, plus celui-là et celui-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Plus 2 fois n-1. Est-ce que c'est bon? Plus 2 fois n-1, n'est-ce pas? Plus, bien entendu, cette partie-là, c'est-à-dire plus n-2. Est-ce que vous êtes d'accord? Je retrouve la même chose. Ouais, là, j'ai décomposé côté par côté. Tout le monde a bien compris? Bien. Il existe une autre façon. Il existe une autre façon. Et regardez cette fois-ci. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que si je raisonne, je prends la surface coloriée en jaune. Vous voyez la surface coloriée en jaune. Cette surface-là a une aire, n'est-ce pas? Je peux calculer l'aire de la surface coloriée en jaune. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que l'aire de la surface coloriée en jaune, est-ce que vous êtes d'accord que l'aire de la surface coloriée en jaune est égale à l'aire totale, c'est-à-dire l'aire du grand carré, moins l'aire du petit carré colorié en blanc. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça veut dire concrètement, si je fais grand N, est-ce que vous êtes d'accord que l'aire du grand carré, c'est petit n que multiplie petit n. Et je me permets d'écrire petit n au carré. Est-ce que tout le monde a compris le petit n au carré? Le petit n au carré n'est autre que n fois n. Le petit n au carré n'est autre que n fois n. Est-ce que c'est bon? Moins, bien entendu, moins l'aire de la région blanche. Est-ce que vous êtes d'accord que la longueur du côté de la région blanche, c'est n moins 2. Et le tout au carré. OK. OK. Donc voilà des programmes qui nous permettent de déterminer, quel que soit petit n, le nombre de carreaux coloriés.
Alors, quel est l'intérêt de cette procédure? Cette procédure nous bride pas, elle nous laisse la liberté, effectivement, de fixer le nombre de carreaux au départ. Et de dire, si j'ai au départ 10 carreaux, combien j'ai de carreaux jaunes? Eh ben, j'ai, selon ce que je veux employer comme formule, bien sûr, a priori, la première ou la seconde est un peu plus rapide que les deux autres. Hein, la première est la plus rapide, on va dire. Mais concrètement, on verra après que si on développe cette expression, on va voir ce que veut dire développer. Si on développe cette expression, eh ben, on obtiendra cette expression, dans tous les cas. Ok. Bien. Alors, je continue. Alors, bien sûr, on aurait pu raisonner dans l'autre sens. On aurait pu raisonner dans l'autre sens. On aurait pu partir du carré blanc et remonter vers le grand. C'est pareil, n'est-ce pas? On aurait pu avoir une autre démarche. Est-ce que c'est bon? Pour trouver la partie jaune, on aurait pu partir du carré central. D'accord? Et dans ce cas-là, si là, c'est le nombre n, donc là, forcément, c'est n plus 2. Etc. Bon. Très bien. Alors, prenons par exemple deux situations que vous avez dans le poly que je vous ai distribué. Regardez bien ce qui est très important. Pourquoi le calcul algébrique peut effectivement présenter un intérêt? Alors jusqu'à maintenant, on peut effectivement, dans certaines situations, utiliser ce qu'on appelle la solution arithmétique, celle que on a élaborée à l'école primaire. Mais rendu à un stade, la solution arithmétique peut effectivement poser quelques soucis. Prenons un exemple très simple. On vous dit, regardez bien, je pense un nombre. D'accord? Je pense un nombre. Je le multiplie par 3. Donc je pense un nombre. Je le multiplie par 3. Au résultat obtenu, résultat R1, je retranche 12. Et j'obtiens 7,5. Vous comprenez? Et j'obtiens 7,5. Donc je répète, je pense un nombre, je le multiplie par 3. Au résultat, je retranche 12 et j'obtiens 7,5. Quel est le nombre pensé? Donc là, on peut sans problème trouver ce qu'on appelle une solution arithmétique. On va donc prendre le problème de façon comment? Inversée. Et on va appliquer effectivement l'opération inverse pour remonter ce qu'on appelle le processus. Je suis parti d'un nombre, je l'ai multiplié par 3. Le résultat, je lui ai retranché 12. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais remonter mes étapes, mais à l'envers. C'est-à-dire que je vais prendre ce nombre, et cette fois-ci, pour passer de là à là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que vous avez compris? Je vais rajouter plus 12. Je vais rajouter plus 12. Et qu'est-ce que je vais faire pour passer de là à là? Je vais diviser par 3. Et donc, résultat, ça me fait 19,5
Et résultat, 19,5 divisé par 3, le nombre que j'ai, effectivement, auquel j'ai pensé au départ, c'est 6,5. Vous voyez là, c'est une solution qui est comment? Arithmétique, qui ne présente pas de difficulté. Est-ce que c'est clair? Cette solution, elle est arithmétique, elle ne présente aucune difficulté. Bien. Maintenant, essayons de penser le problème différemment. Essayons de penser le problème différemment. Regardez bien. On vous dit, Alice et Bertrand disposent d'une calculatrice. Donc, Alice et Bertrand disposent d'une calculatrice. Cette calculatrice affiche le même nombre. Donc, calculatrice de Alice et la calculatrice de Bertrand affichent le même nombre. Je ne le connais pas. Est-ce que c'est bon? Regardez ce que fait Alice. Regardez ce que fait Alice. Alice multiplie le nombre affiché par 3. Donc Alice, donc là c'est l'opération Alice. Alice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle multiplie le nombre affiché par 3. Puis elle ajoute au résultat, elle ajoute 4. Bertrand, qu'est-ce qu'il fait lui? Il multiplie le nombre affiché par 2. Il obtient un résultat et bien sûr, il ajoute 7 au résultat obtenu. Quand ils ont terminé, ils s'aperçoivent que leur calculatrice affiche exactement le même résultat R. Question, quel nombre ont-ils affiché au départ? Vous voyez maintenant, on ne peut plus, comme tout à l'heure, avoir une raisonnée à l'envers. On ne peut plus. Et on est obligé d'avoir recours à ce qu'on appelle une résolution d'équation. Donc ici, le nombre cherché, je vais l'appeler X. Le nombre cherché, je vais l'appeler X. Est-ce que vous êtes d'accord? Puisque c'est le même. Est-ce que tout le monde voit? Rendu ici, R1 est égal à combien? R1 est égal à combien? R1 est égal à 3X. Grand R est égal à combien? Grand R est égal à combien? 3X plus 4. Ça, c'est pour Alice. Maintenant, Bertrand. R' est égal à combien? 2X. Grand R est égal à combien? Mais comme c'est le même nombre, j'en déduis quoi? Que 3X plus 4 doit être égal à 2X plus 7. Et bien sûr, la solution de cette équation, c'était précisément ce qui est demandé de chercher. Est-ce que vous avez compris la procédure? Donc, vous voyez la différence entre la première situation et la seconde. La deuxième situation, elle est largement simplifiée grâce à cette égalité. Est-ce que c'est clair? Voilà. Bon, je vous dis tout de suite, après on peut tâtonner, on peut tester les nombres, etc. Et en tâtonnant, pour le moment je ne résous rien, d'accord, mais en tâtonnant, on trouve que x est égal à 3. D'accord, puisque x, 3 fois 3, 9, 9 et 4, 13, 2 fois 3, 6, 6 et 7, 13. Donc le nombre affiché au départ était 3.
Tout le monde a bien compris? Ok. Alors, autre situation. Donc ici, comme on dit, les élèves ne savent pas résoudre des équations, mais certains programmes de calcul peuvent être facilement inversés, tandis que d'autres non, d'accord? Donc, le premier problème pouvait être inversé, le second ne pouvait pas l'être. Donc, on était obligé d'avoir recours à une résolution d'équation. Ok? Une petite astuce, par exemple, on vous dit, pour remplir le tableau des prix de ces différents sachets de chocolat, un commerçant a effectué les calculs suivants, ci-dessous. 30 plus 2 fois 5, 30 plus 2 fois 6, 30 plus 2 fois 7, 30 plus 2 fois 8, 30 plus 2 fois 9, 30, arrêtez-moi, 30 plus 2 fois 10, 30 plus 2 fois 11, arrêtez-moi, hein. 30 plus 2 fois, stop, très bien, 30 plus 2 fois 25, voilà. Donc, on part de 30 plus 2 fois 5 à 30 plus 2 fois 25. Ok, bien. Il veut communiquer par téléphone cette liste de calculs à un collègue. Comment pourrait-il raccourcir le message, c'est-à-dire éviter de dicter exactement ce qui est écrit? Ok. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il est beaucoup plus facile dans ce cas de dicter la chose suivante, de lui dire, eh ben, tu feras 30, n'est-ce pas, plus 2 fois x, avec x, que tu feras varier de 5 à 25. Est-ce que c'est bon? Voilà. Cette codification quand même est beaucoup plus simple que la précédente. Enfin, c'est des choses qui sont peut-être évidentes, mais qui ne le sont pas toujours pour ceux qui démarrent dans ce type de formation. C'est la raison pour laquelle je tenais quand même à baliser, et c'est pour ça qu'il ne faut absolument rien laisser de côté. Pour que votre préparation soit efficace, il faut vraiment ne pas dire c'est évident, c'est pas évident, etc. Il faut prendre, si c'est évident, si c'est très clair, il y a pas de problème, mais il faut que ça le soit pour tout le monde. D'accord? Donc ça, il y a un socle commun qu'il faut absolument maîtriser. Et donc j'essaierai le mieux que je peux de vous donner cette base-là nécessaire pour la suite. Ok. Parce que par la suite, quand on va avancer dans le programme, je ne ferai plus appel aux techniques de base qui sont bien sûr de l'acquis. C'est la raison pour laquelle votre travail au préalable, notamment ces vacances, sera très très important. Ok. Ok. Alors ici j'ai un autre problème, mais bon, je vais pas. C'est dans le même esprit que tout à l'heure. C'est dans le même esprit que tout à l'heure. C'est-à-dire, on peut prendre le problème à l'envers et dire combien de carreaux il me faut au départ pour que, par exemple, la région grisée soit, si je vous dis combien de carreaux me faut-il au départ pour que la région grisée soit composée de, on va dire, est-ce que la région grisée peut être composée de, je ne sais pas moi, de 142 carreaux? Est-ce que c'est possible? Est-ce que la région grisée peut être composée de 142 carreaux? D'accord? Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait dit que la région grisée, le nombre de carreaux, on a plusieurs façons. On avait dit, je crois qu'on avait dit 4 n moins 1. Est-ce que vous vous rappelez de ça? 4n moins 1, ou on avait commencé par 4n moins 4. Vous vous rappelez ou pas? 4n moins 4, n'est-ce pas?
Alors, est-ce que le nombre de carreaux, est-ce que grand N peut être égal à 142, n'est-ce pas? Est-ce que grand N peut être égal à 142? Bah, on voit très bien que la réponse est non. Bien sûr, on n'a pas forcément la réponse, hein. Tout le monde n'a pas la réponse parce qu'il faut connaître les critères de divisibilité. Est-ce que vous êtes d'accord que lorsque j'écris 4 fois n moins 1, ça veut dire que n est un multiple de 4. Ça peut être compliqué pour certains. Est-ce que si vous êtes d'accord que si grand N est égal à 4 fois n moins 1, c'est que grand N est un multiple de 4. Alors question, est-ce que 142 est un multiple de 4? Est-ce que 142 est... La réponse est non. Par conséquent, il n'y a pas de carreau répondant à cette question. Mais si je dis grand N égale 128, si je dis grand N égale 128, si je dis grand N égale 128, alors la réponse est oui. Puisqu'on va écrire que 4 fois n moins 1 égale à 128. Et 128 est bien un multiple de 4. Bon, on apprendra à résoudre ça un peu plus tard, mais ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. Ok. Alors, ensuite, il est très très important de savoir matérialiser des choses comme ça. Quand on vous donne un naturel petit n, ça c'est un entier naturel. On vous dit comment je fais pour représenter un nombre pair. Par quoi je désigne un nombre pair? Est-ce que vous êtes d'accord? Un nombre pair est un multiple de 2. Un nombre pair est un multiple de 2. Donc sachez que tous les nombres pairs s'écrivent, sont de la forme 2 fois n, avec n, bien sûr, égal à 0, 1, 2, 3, etc. Donc si 2 fois n désigne un nombre pair, est-ce que vous êtes d'accord que le successeur d'un nombre pair est un nombre impair? Est-ce que vous êtes d'accord que le successeur d'un nombre pair est un nombre impair? Ça veut dire qu'un nombre impair sera toujours de la forme n plus 1. 2n plus 1. Donc ça, c'est un nombre pair. Ça désigne un nombre impair. Maintenant, ce qu'on vous dit, on a un entier petit n. Soit 3 entiers consécutifs. Comment je peux matérialiser 3 entiers consécutifs? Est-ce que vous êtes d'accord que 3 entiers consécutifs, ça peut être n, n plus 1, n plus 2. Mais ça peut être n moins 2, n moins 1 et n. Ça peut être n moins 1, n et n plus 1. Dans les trois cas, j'ai une série de 3 entiers consécutifs. D'accord? Quand on vous dit qu'un nombre est un multiple de 5, c'est que ce nombre s'écrit 5 fois n. Quand on vous dit qu'un nombre est un multiple de 11, ce nombre s'écrit 11 fois n. Donc, si on vous dit, est-ce que 99 est un multiple et divisible par 11, ben vous dites 99, c'est 9 fois 11. Donc, par conséquent, 99 est bien un multiple de 11. 99 est bien divisible par 11. Donc voilà, aujourd'hui c'est comment on appelle ça,
une, une mise en condition. On va peut-être aborder ce cas-là très rapidement. Vous voyez, par exemple, on dispose d'une plaque de carton carrée de 10 cm de côté dans chaque coin. Dans chaque coin de la plaque, on découpe un carré comme indiqué sur le dessin. Et on obtient ainsi le patron d'une boîte parallélépipédique. Parallélépipédique, sans couvercle. Vous avez compris, si vous repliez cette petite languette, n'est-ce pas? Hein, si vous repliez ces petites languettes, vous avez compris, si vous les repliez, là, vous obtenez ce qui est là. Est-ce que c'est bon? Et ici, on me demande de calculer le volume. Bon, encore une fois, on n'a pas encore fait le cours sur les volumes, mais sachez que lorsque vous avez donc un pavé droit, d'accord, quand vous avez un pavé droit, le volume, c'est l'aire de base que multiplie la hauteur. Donc là, vous avez compris que l'aire de base, c'est l'aire de cette région-là. Et l'aire de cette région-là, c'est un carré dont la mesure ici est égale à combien? À 10 moins 2a, sachant que là, j'ai découpé petit a partout. Est-ce que c'est bon? Donc là, vous voyez que l'aire de base, grand C, c'est 10 moins 2a. Ensuite, vous voyez, ici, on va calculer, donc ça c'est le côté, l'aire de base, grand A, c'est 10 moins 2A au carré. Et enfin, le volume grand V, c'est grand A que multiplie petit a, c'est-à-dire 10 moins 2A au carré que multiplie petit a. Et si on me dit je veux que le volume soit égal à combien? À 72 cm3, eh ben je n'ai qu'à résoudre cette équation que je vais me garder de faire. Égale à 72. Est-ce que vous avez compris? Vous voulez que je le reprenne? Ok. Alors, je reprends. Ok. Encore une fois, là j'anticipe un petit peu, mais c'est des choses que on aura l'occasion d'expliquer. Lorsque vous avez ici donc un pavé droit, donc là c'est petit a, et ça, est-ce que là vous avez compris que c'est 10 moins 2a? Pourquoi? Parce que là j'ai 10, et j'enlève j'ôte petit a, et j'ôte petit a. Donc il me reste ici 10 moins 2a. Est-ce que c'est bon? C'est bon? 10 moins 2a. Et bien sûr, comme je replie cette languette là, vous voyez la hauteur ici, elle est égale à petit a. Est-ce que c'est bon? Puisque c'est ce que je replie, ok? Et donc, vous avez bien l'aire de base, n'est-ce pas? L'aire de base est bien égale à l'aire du carré. Le carré a pour côté, la longueur du côté est égale à 10 moins 2a. Mais vous savez que l'aire d'un carré, c'est côté que multiplie côté.
Et ça fait donc 10 moins 2a au carré. Donc ça, c'est l'aire de base. C'est l'aire qui se trouve ici. OK? Oui, c'est un carré. C'est un carré. La base, elle est carrée, Blandine. D'accord? La base est carrée. Puisque là, ça égale ça, égale ça, égale ça. N'est-ce pas? La base est carrée. Et donc, vous êtes d'accord que le volume, c'est tout simplement l'aire de base que multiplie la hauteur. Donc le volume, c'est 10 moins 2a. Non, c'est juste pour vous montrer l'intérêt du calcul littéral, n'est-ce pas? Que multiplie petit a. Et après, si on me dit pour quelle valeur de petit a, autrement dit, combien faut-il découper pour que ce parallélépipède ait un volume de 72 cm3, donc il suffit de poser 10 moins 2a au carré que multiplie a égale 72. Est-ce que tout le monde a compris cette égalité? Bien. Alors, si vous permettez, et je vais finir avec ça, bien sûr, il n'est pas question de résoudre cette équation directement. Mais on va essayer d'avoir une approche, on va dire, on va éliminer tout ce qui est impossible. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que j'ai, là encore une fois, je vais, si vous comprenez pas ce que je dis, c'est pas grave, j'aurai l'occasion d'y revenir. Est-ce que vous êtes d'accord que le côté du carré mesure 10 moins 2 fois a? Est-ce que vous êtes d'accord que le côté petit a est compris entre 0 et 5? Très bien. Pourquoi 5? Parce que Delphine, je ne peux pas découper plus de 10, il faut que ça soit positif. Je ne peux pas découper plus de 10. Parce que sinon, ça me fera un côté qui a une longueur négative. Là, c'est 2 fois 5, 10. N'est-ce pas, Delphine? 2 fois 5, 10. Or, là, j'ai 10, moins 10. Je ne peux pas avoir 10 moins 11. Donc, le petit a est forcément compris entre 0 et 5. Attention, ce que je vous donne là, c'est pas une solution, c'est simplement une démarche. Une démarche parce que j'ai la chance que petit a ici est un nombre entier, n'est-ce pas? Mais petit a, si petit a avait été un réel, je n'aurais pas pu trouver la réponse. Donc ici, je vais tester petit a. 72. Donc petit a, je vais tester petit a égale à 1, à 2, à 3, à 4. Est-ce que vous êtes d'accord que si vous prenez petit a égale à 3 et que vous remplaciez, ça fait 10 moins 2 fois 3, 10, moins 2 fois 3, 6, que multiplie 3, et c'est égal à 12. Est-ce que 3 peut être une bonne réponse? Non. Si je prends petit a égale à 2, et je teste, ça fait 10 moins combien? Si petit a est égal à 2, c'est 10 moins combien?
10 moins 4. 10 moins 4 que multiplie 2. Et 10 moins 4 que multiplie 2, ça fait bien 72. Voilà. 10 moins 4, le tout au carré. 10 moins 4, ça fait 6. 6 au carré, ça fait 36. Et 36 fois 2, ça fait 72. Donc, il faut découper 2 cm. Encore une fois, ça, c'est pas une solution élaborée. C'est simplement une approche, on va dire, par tâtonnement. Vous comprenez? J'ai trouvé une solution par tâton. La vraie solution, si vous permettez, la manière la plus simple, si vous permettez, c'est celle-ci. Regardez bien. J'ai quoi? J'ai 10. Mais encore une fois, là, j'ai dépassé le cadre. Est-ce que vous êtes d'accord que, là, j'aborde le thème que je vais traiter la prochaine fois. Vous êtes d'accord que si je divise ici par 2 et je divise ici par 2, j'obtiens une égalité équivalente. Est-ce que c'est clair? J'obtiens une égalité équivalente en divisant par 2 de chaque côté. Si vous ne le voyez pas, voici. Voyez, je divise par 2, je divise par 2. 2 divisé par 2, on verra ça après, ça fait ça. 72 divisé par 2, ça fait 36. Qu'est-ce qui est élevé au carré me donne 36? Est-ce que vous êtes d'accord que 6 au carré est égal à 36? Ce qui veut dire que 10 moins 2a est égal à 6. Ce qui veut dire que 10 moins 2a moins 10 est égal à 6 moins 10. Je suis désolé, je suis en train de faire du calcul algébrique, mais je reviendrai là-dessus la prochaine fois. J'ai rajouté moins 10 de chaque côté. Tout ça pour éliminer ce moins 10. Est-ce que c'est bon? Ce qui vous donne moins 2a égale moins 4. Est-ce que vous êtes d'accord que si moins 2a est égal à moins 4, c'est que moins 2a que multiplie moins 1 est égal à moins 4 que multiplie moins 1. J'ai multiplié par moins 1 de chaque côté, ce qui vous donne 2a égale à plus 4. Ce qui vous donne en divisant par 2 de chaque côté, 2a divisé par 2 est égal à 4 divisé par 2. Ce qui vous donne petit a égale 2. Voilà, une approche un peu rapide, mais encore une fois, on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, j'espère que cette séance a été profitable et que bientôt, donc je vous retrouve, si vous voulez bien, comme on a dit, lundi à 20h30. Et donc là, on va aborder le calcul littéral proprement dit. Alors pour ceux qui n'ont pas commencé à s'inscrire sur eClass, il faut commencer à le faire parce que je vais bientôt commencer à poster des exercices à préparer. D'accord? Parce qu'on aura des planches d'exercices à préparer. Et Fatou, c'est le code que je vous avais reçu Fatou, c'est votre code actuel. Ce que je vous avais reçu par mail, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont déjà abonnés. Mais il faut commencer maintenant parce que bientôt, Émilie, après, forcément, il y aura trop de monde et donc forcément, l'espace sera réservé qu'aux seuls abonnés, ce qui est logique. D'accord? Donc à un moment donné, ah oui, bien sûr Delphine, bien entendu.
Donc je répète, pour ceux qui regardent la séance en différé, une prochaine séance est prévue donc le lundi, c'est-à-dire lundi à 20h30. Bon, et alors